Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler de Snap-on Incorporated. Ici, on va essayer de déterminer si au prix actuel, l'entreprise représente une opportunité d'investissement. Déjà, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, quand on arrive dans ce genre de compagnie ici, généralement, on ne sait pas ce qu'elle fait. D'accord? Moi, je fais souvent simple, hein. Parfois, quand vous lisez la description d'une compagnie ici, voilà, l'information qu'on vous donne n'est peut-être pas... Vous, même avec l'information qu'on vous donne, vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, moi, ce que je fais souvent, généralement, pour la description, je prends juste la première ligne, d'accord? Donc, ici, la première phrase, je viens là, donc dans mon outil pour traduire, je clique, je, je colle dessus, on me dit ici, Snap-on Incorporated fabrique et commercialise des outils, des équipements, des diagnostics et des solutions d'information et de systèmes de réparation pour les utilisateurs professionnels du monde entier. Ok, donc ici, tout ce qui me revient à l'esprit, c'est équipement nécessaire au diagnostic et à la réparation. Donc ça, c'est la première chose. Et après, YouTube est toujours votre meilleur ami. Actuellement, vous pouvez trouver n'importe. Parfois, vous ne savez pas ce que fait exactement la compagnie, même si on vous donne la description. Donc, moi, ce que je fais, je viens sur YouTube, je vais sur Snap, je clique, je laisse Snap-on dessus et je recherche à peu près une vidéo. Je suis sûr et certain qu'il y a quelqu'un dans ce monde-ci qui a fait une vidéo sur un produit de Snap-on. Donc, profitez de YouTube quand vous ne comprenez pas ce que fait exactement la compagnie. D'accord? Donc, vous pouvez voir qu'elle vend à peu près ce genre d'outils ici. D'accord? Donc, on peut à peu près voir ici que c'est pour la réparation, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle vend ici. Donc, on peut aller sur le site de l'entreprise en lui-même ici. Elle a carrément un site web ici. Donc, je ne sais pas si je vais le retrouver. Mais voilà, voici le site web ici. Donc, pas le site web, mais la page YouTube de la chaîne YouTube de l'entreprise. Donc, vous pouvez voir quand on va sur la chaîne YouTube de l'entreprise ici. Voilà, on a à peu près une vue générale des différents outils, des différents produits qu'ils ont. Ça, c'est bien. Mais également, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ceci. Allez sur le rapport financier de l'entreprise, vous allez sur le 10K de 2021 de préférence, donc le plus récent, et vous allez regarder la partie business. Donc, essayez de comprendre. Généralement, c'est la première chose que moi, enfin, je sais que tout pour moi, c'est la première chose, mais c'est un élément important que de lire à peu près ce que fait exactement la compagnie. Quand vous arrivez sur cette page-ci, on va vous donner... alors, vous allez aller sur la première partie. Alors, où est la partie où on parle de business? Ok, on va juste monter un tout petit peu. Voilà. Donc, quand on est sur cette partie-ci, vous voyez la partie business, item 1, business. Donc, on vous dit exactement ce qu'on fait. Donc, vous allez prendre ça, vous allez copier et vous allez revenir ici. Donc, par exemple, vous faites comme ça. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser la traduction. Ce ne sera pas exactement la même chose, mais au moins vous allez comprendre 50% du message. Ça vous permet au moins de savoir dans quel genre d'entreprise vous mettez, sur quel genre d'entreprise vous mettez les pieds, d'accord? Donc, Snap-on est un leader mondial d'innovation, de la fabrication et de la commercialisation d'outils, d'équipements, de diagnostic, d'informations sur les réparations et de solutions de systèmes pour les utilisateurs professionnels effectuant des tâches critiques. Les produits et services comprennent des outils à main et électriques, des rangements d'outils, des logiciels de diagnostic, des produits de diagnostic portables et informatisés, des systèmes d'information et de gestion, des équipements d'atelier et d'autres solutions pour les concessionnaires automobiles, donc voilà nos clients, les centres de réparation, deuxième client, ainsi que pour des clients dans des secteurs tels que l'aviation, l'aérospatiale, l'agriculture, la construction, le gouvernement et l'armée. Donc, on est un peu partout, mais on est surtout avec les réparateurs et les concessionnaires automobiles. Important, parce ils ont mis l'emphase dessus. D'accord? Donc, ensuite, on vous dit ceci. Voilà, la construction minière, les ressources naturelles, l'énergie, donc quoi. Et l'enseigne technique. Enfin, techniquement, ici, je pense qu'ils sont à peu près partout. Tout ce qui demande réparation et maintenance, ils sont là. Mais leur marché privilégié, c'est surtout les garages, les concessionnaires automobiles. D'accord? Donc, les garages, ici, ils appellent ça centre de réparation. D'accord? Donc, ici, après ça, qu'est-ce qu'on a? Snap-on tire également des revenus de divers programmes de financement conçus pour faciliter la vente de ses produits et soutenir son activité de franchise. Ah, là maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une activité financière qui soutient une activité de franchise. Donc ici, le business model de Snap-on est également basé sur sur la franchise en fait. Donc c'est-à-dire qu'il donne le droit à quelqu'un d'utiliser la marque Snap-on et peut-être derrière, il fournissent des facilités pour la fourniture pas de marchandises, mais à peu près de clients, etc. Donc on voit que c'est également une entreprise financière. Faites attention parce qu'ils fournissent du crédit pour faciliter la vente de ces produits. Attention. Donc, quand on parle de crédit ici,
On va également, ça nous renvoie à ce qu'on appelle le non-performing loan, donc c'est-à-dire qu'il faut voir le pourcentage de personnes qui ne remboursent pas leur crédit par rapport au crédit total. D'accord? C'est important. Plus il est bas, mieux c'est. D'accord? Donc, quand on vient sur Snap, vous avez à peu près une description générale de la compagnie ici. Ce n'était pas le but de la vidéo. Ici, on voulait faire une analyse purement quantitative. Mais une fois, ne pas savoir ce que la compagnie fait techniquement ici, ça ne nous aide pas énormément. Donc, il est parfois bien également de savoir ce que la compagnie fait pour avoir une certaine vision générale. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller lire les rapports financiers ici. Et déjà, je tiens à vous dire que c'est une excellente entreprise qui mériterait être dans n'importe quelle watchlist. Donc, on revient maintenant à notre analyse après avoir bavardé autant. Maintenant, notre analyse est généralement basée sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le PER moyen, la dette nette et la qualité du dividende si le dividende y a. OK? Donc, quand on recherche ici l'information sur le revenu, je viens ici au niveau de Morningstar. D'accord, je regarde d'abord la croissance sur les dernières années. Je constate ici que sur les 10 dernières années, on a 4,89% de croissance, 5 dernières années, 4,39% de croissance, 3 dernières années, 4,17% de croissance et par rapport à l'année précédente, on a 16% de croissance. Également mentionné qu'on a eu une baisse des revenus ici, donc avoir 16% de croissance, ça ne veut pas dire qu'on a des revenus croissants. Non, on peut peut-être en 16% de croissance peut peut-être représenter les mêmes revenus qu'on avait en 2018, donc il faut les présenter en termes de volume. Il faut faire attention par rapport à ça. Donc ici, par rapport au trimestre précédent, on a une croissance des revenus. Donc quand on regarde les revenus ici, en termes de croissance, je vais prendre 0 et je vais vous expliquer pourquoi je vais prendre 0 pour la croissance. OK? Donc, en termes de revenus ici, sur les 12 derniers mois ici, nous avons une entreprise à peu près qui a des revenus de 4 milliards 600 sur les 12 derniers mois. OK? Donc, quand on va sur le dernier trimestre, ces revenus également sont croissants sur le dernier trimestre. Donc, parce qu'on a vérifié ici là par rapport au dernier trimestre, ils avaient 6% de croissance. Donc, ici, alors, au niveau des analyses, qu'est-ce qu'ils nous mentionnent? Donc, pour les analystes ici, les analystes mentionnent qu'on aura à peu près, en fin de cette année-ci, à peu près 4 milliards 410, d'accord? En moyenne. Et l'année prochaine, on aura 4 milliards 550. Donc, ici, je ne sais pas quand est-ce qu'a été rafraîchie cette page-ci. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de faire attention par rapport à ce genre d'estimation-là. D'accord? Il faut juste faire attention. Juste prendre ça en considération, c'est de l'information supplémentaire. Donc, peut-être qu'on s'attend ici à avoir des revenus moins élevés que l'année précédente. Mais c'est bizarre parce que peut-être que ça ne va pas se réaliser dans le sens où l'entreprise présentement a des marges a des revenus assez élevés par rapport au trimestre précédent. Donc, quand on compare les deux trimestres ici, donc les deux derniers trimestres. Donc, ici, alors, qu'est-ce que je vais prendre? En termes de revenus ici, comme je vous l'ai dit, nous avons ici des revenus en date d'aujourd'hui de 4 milliards 600. 4 milliards 670. Ça, c'est sur les 12 derniers mois. OK? Les 12 derniers mois. Et il reste encore 6 mois dans cette année-ci. Donc, d'accord? Donc, faites attention, ça peut également baisser. 4 milliards 660, 4 milliards 400, c'est ce que pensent les analystes. 4 milliards 410, c'est ce que pensent les analystes. D'accord? Et ici, le management pense enfin pas le management, sur les 12 derniers mois, en prenant en considération que peut-être les analystes vont se tromper, on a à peu près 4 milliards 670 sur les 12 derniers mois. 4 milliards 670, donc 4 milliards 67. D'accord? Je ne prendrai pas de croissance, donc ça veut dire que notre croissance ici sera remplacée par l'état stationnaire actuel. Au niveau des free cash flow, ok. Quand on cherche au niveau des free cash flow ici, alors, c'est une entreprise, quand vous allez regarder, c'est une entreprise qui a connu à peu près, en termes de croissance des revenus, hein, vous allez voir que les revenus sont à peu près croissants sur une longue période de temps. Et au niveau des free cash flow, justement, la marge des free cash flow a tendance également à augmenter et elle a tendance à ressembler à la marge nette ici. Donc, quand je vais regarder les revenus pour cette entreprise-ci, d'accord, je constate ceci. Donc, on voit ici que les revenus sont à peu près croissants. Donc, ça charge un tout petit. Peut-être que j'ai beaucoup de pages ouvertes ici. Donc, je vais juste fermer ces pages-là. Voilà. Parfait. Donc, voilà. Excusez-moi, mon ordinateur rame. Hein. Peut-être que c'est le moment de changer un ordinateur, mais on le fera avec l'argent de YouTube, d'accord? À la fin de la journée. Donc, abonnez-vous. Donc, on continue ici. On se rend compte que le revenu est croissant. J'aime ça. Déjà, c'est une entreprise de qualité sur une longue période. Les marges brutes sont stables ici. Alors, les marges brutes sont à peu près stables. D'accord? On va se dire qu'on a connu un creux ici, mais on a remonté. Mais il faut comparer toujours la marge brute par rapport ici à la marge EBITDA ou à la marge opérationnelle ici. Donc, quand vous comparez les deux ici, vous voyez que la marge EBITDA a souffert énormément jusqu'en 2011. Et depuis 2011, on est sur une période haute, d'accord? Donc, peut-être qu'à partir de ce moment-là, le business model de l'entreprise se porte de mieux en mieux, d'accord? Donc, ici, au niveau des marges, des marges nettes ici, donc qu'est-ce qu'on a comme marge nette? C'est les informations qu'on recherchait ici. Donc, je prends les marges nettes ici.
Alors, voilà. OK. Donc, vous constatez que les marges nettes également sont croissantes. On a à peu près 16% de marge nette, donc le 0,16 ici, à peu près sur les 3 dernières années, parce que c'est en termes d'années ici. En moyenne, ici, on est sur les 10 dernières années, donc en prenant comme base 2011 ici, on est à peu près entre... Ouh là là, c'est difficile à dire, hein. Donc, je pense que si on va prendre les dernières années ici, donc on est à peu près dans les 14-16% par là. OK? Ça reste une estimation. Au niveau du management, ici, le management pense que cette année-ci, on aura à peu près 17-18%. Leurs marges ont tendance à augmenter parce que les revenus ont tendance à augmenter sur les dernières années. Et les revenus supplémentaires ici entraînent des bénéfices nets supplémentaires, ce qui a tendance à augmenter les marges. Donc, qu'est-ce que moi je vais prendre ici? Sur Yahoo sur Morningstar, qu'est-ce qu'ils me disent? Sur la moyenne concernant les marges nettes ici, sur les 5 dernières années, on a 16,28%. Actuellement, on a 18%. L'année passée, on avait 17%, 17,83%. L'année d'avant, 2020, donc l'année qui a été en berne également, on a eu 16%, donc 15,90%. Et avant ça, on était à 17%. Donc ici, c'est une entreprise qui flirte avec les 17% avant la période de la pandémie. Les marges avaient commencé à augmenter déjà avant cette période-ci. Donc, ça, ce sont les marges nettes. Au niveau des marges de free cash flow, juste pour comparer, vous constatez que les marges de free cash flow sont plus élevées sur les dernières périodes. 19,45, 19,48 ici, 23,92, 14% ici, 16% ici. Donc, on est en pleine croissance en termes de marge. Qu'est-ce que je vais prendre? OK, je vais faire simple. Et je vous le dis déjà, en prenant des marges de 16%, je prends les marges inférieures à ce qu'on a présentement. D'accord? Et c'est juste pour me protéger. Parce que l'information que moi je recherche généralement, ce sont des marges stables et croissantes dans le temps, ou croissantes dans le temps. Et en prenant des marges de 16% ici, je sais qu'il y a de grandes chances que je ne me trompe pas. D'accord? Encore une fois, on fait encore une estimation. Quand je vais lire les rapports financiers que le management me mentionne que selon nos stratégies, on prévoit augmenter nos marges de tel pourcentage d'ici telle année. Et comment est-ce qu'on va faire pour y arriver en faisant ceci, ceci et cela? D'accord? Donc, ce sont des informations qu'on vous donne dans les rapports financiers. Donc, ici, il ne suffit juste pas de prendre les marges actuelles pour se dire qu'on a de grosses marges et se tromper. D'accord? Je ne veux pas me tromper, je veux au moins savoir si le prix actuel avec 16% de marge est déjà correct. On peut se dire qu'on a une opportunité d'investissement. C'est pour ça que je dis je sous-évalue l'entreprise déjà en prenant 16%. D'accord? Au niveau des PER, ici, vous allez voir que les PER ici, que le marché avait l'habitude de payer jusqu'en 2016, c'était des PER de 20 fois les bénéfices. Et depuis 2016, on paye des PER à peu près de 13, 14 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices par là. C'est trop bas pour cette entreprise-ci. Mais également, ça peut être justifié si l'entreprise a une énorme dette et également si l'entreprise ici a ce qu'on appelle généralement si l'entreprise également c'est une entreprise financière. Et je vous ai dit qu'il y avait un bras financier ici. Donc peut-être que le marché accorde une décote à cette compagnie-ci parce qu'elle prend en considération le risque lié au financement de ses franchises. Attention, je ne dis pas que ce risque-là est justifié, mais ça peut être une des raisons pour lesquelles le PER est si bas. Donc je prends ici pour le PER, moi je ne suis pas d'accord avec ce PER-là, mais c'est moi. Si le marché paye 15 fois les bénéfices pendant 400 ans, je vais garder ce PER de 15. Donc le marché se fout de ce que moi je préfère. OK? Donc ici, moi, ce que je vais faire, je vais prendre 15, 17 et 20 avec une préférence pour 17 fois les bénéfices. D'accord? Mais je prends 15, 17 et 20. OK? Au niveau de la dette nette ici, au niveau de la dette nette, quand on va sur Yahoo Finance, d'accord, on va sur Financial. Qu'est-ce que la dette nette ici? Déjà sur ce logiciel-ci, on nous dit que la dette nette est aux alentours de 422 millions. D'accord? Donc ici, au niveau de la dette nette, je vais sur Balance Sheet, je vais sur Quarterly. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Donc sur Quarterly, on nous donne une dette nette de 627 millions. 627 millions, ça fait 200 millions de différence ici. Par rapport au nombre d'actions ici, on a 53 millions d'actions ici. Donc par rapport au nombre d'actions, c'est à peu près 4 dollars de différence, 4 dollars ou 3,50 $ de différence. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais vous voyez que c'est une entreprise qui cote à 200 dollars l'action. Est-ce que ça va être déterminant? Je ne pense pas. Donc si ça représentait à peu près 10% de ce montant-là, on pourrait peut-être se dire que c'est important. Donc ça ne me dérange pas de le prendre comme ça. Donc je prends ici, j'ai tous les éléments nécessaires. Donc la dette nette ici, on va le mettre aux alentours de... On va prendre le 400 millions comme ce qui est écrit ici, d'accord? Donc, on ne l'a pas reconstruit, mais bon, on va le prendre comme ça ne change pas grand-chose. Au niveau de la qualité de dividende, on va y revenir. J'ai tous les éléments nécessaires pour faire l'évaluation. Le revenu, la croissance du revenu que j'ai mis à zéro. Donc, revenu, croissance du revenu, ça sera ça. Free cash flow, ça sera 16% et PER, etc. OK. Ici, c'est PER.
ici, c'est free cash flow. Attention. Alors, on va commencer. 15%, 16% de 4 milliards 400, c'est combien? Je prends ma calculatrice. D'accord? Je vais d'abord effacer ça ici. 441,0 multiplié par 16%, 1,6. Ça fait ici 706 millions de dollars. Donc 706 millions de dollars, je prends ici, je mets 706. Ici, je mets 706. Donc à 706 millions de dollars multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, 190 dollars l'action. Disons 191. À 17 fois les bénéfices, 217 dollars l'action. Arrondi, bien sûr. Et à 20 fois les bénéfices, 257 dollars l'action. Et je vous ai dit que j'ai une préférence pour 17 fois les bénéfices. Mais, comme je vous l'ai dit également, le marché se fout de ce que moi je préfère. OK? Donc, il faut rester prudent par rapport à ça. Donc, quand on prend ici 15 fois les bénéfices, admettons que c'est la moyenne que le marché a payé ici sur les dernières années, on voit ici que l'entreprise serait correctement évaluée au prix actuel. Au prix actuel, le prix actuel est de 206 dollars l'action. Donc, on ne va pas chipoter pour la différence ici. 206, 190 dollars, c'est 10% de différence. Donc, ici, l'entreprise serait correctement évaluée au prix actuel. D'accord? Et correctement évaluée au prix actuel parce que je vous ai dit, non seulement on prend en considération les marges de free cash flow qui sont littéralement moins élevées que ce qu'on a présentement. Parce que si je prends les marges qu'on a présentement, qui sont à peu près de 18%, et que je les mets par rapport à nos 4 millions, nos 4 milliards 800 ici, excusez-moi, donc par rapport à nos 4 milliards 400 ici, d'accord, ça fait ici multiplié par 794, donc je le mets ici pour que ce soit facile, donc je mets ici 15 fois les bénéfices, d'accord, multiplié par, voilà, où est-ce qu'il est, 794, d'accord, 7, 9, 4, on arrive à combien ici? 15 fois 794, ici ça fait 215 dollars à l'action. Bon, là, on est juste à 15 fois les bénéfices. Et je vous ai dit que le 15 fois les bénéfices, c'est un rendement. D'accord? Ça sous-entend que si l'entreprise si c'était un immeuble à logement ici, d'accord, c'était un immeuble, et que l'entreprise vous distribue la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes, en prenant en considération une petite partie liée au remboursement de la dette, vous allez avoir un rendement de 6,67%. C'est déjà un rendement très bien. D'accord? On ne prend pas en considération la croissance, et la croissance est de 4% sur les 10 dernières années. Donc, c'est déjà un bon rendement ici. OK? Donc, on revient ici par rapport à ce que je mentionnais tantôt. Quand on prend en considération le 441 milliards, 16% de marge bénéficiaire ici, je vous ai montré qu'on l'a sous-évalué ici par rapport à ce qui est présentement. Donc, on a 190 dollars l'action. D'accord? Si on met le chiffre exact de la marge bénéficiaire, la marge brute ici, on a 215 dollars l'action, ce qui est toujours correctement évalué par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui. OK? Maintenant, si on prend des marges de 4 milliards 670, d'accord, des revenus de 4 milliards 670, ce qu'on a présentement ici, vous avez vu ici que les analystes espèrent à peu près des revenus de 4 milliards 400 ici, alors qu'on a des revenus de 4 milliards 670 sur les 12 derniers mois. Et par rapport au trimestre précédent, au trimestre précédent, on a des revenus qui sont croissants. Donc, peut-être qu'on aura des revenus élevés ici, tout en sachant que c'est une entreprise de croissance. Donc, admettons que le 4 milliards 600, on peut l'atteindre. 4 milliards 670, on peut l'atteindre. D'accord? Multiplié par 16% de marge bénéficiaire ici, ça revient à 747 dollars à l'action. Donc, je vais mettre ici 747 dollars à l'action, donc 7, 4, 7. À 15 fois les bénéfices, ça revient à 202 dollars l'action. Je ne surpaye pas. Et je suis toujours à 15 fois les bénéfices. OK? Donc, moi, je dirais ici que l'entreprise est correctement évaluée. C'est peut-être pas une opportunité d'investissement waouh, mais c'est un bon point d'entrée. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un bon point d'entrée? Et c'est là où on va parler du dividende. OK? Alors, nous avons une entreprise actuellement qui a la capacité de vous reverser au moins 706 millions de dollars en termes de free cash flow, entre 706 millions et 747 millions. D'accord? Et je vous mentionne qu'actuellement, les free cash flow sont bien plus élevés que ça. Ils sont à près de 800 millions. OK? Donc, on sous-évalue encore l'entreprise, encore une fois. Donc ici, si elle vous reverse la totalité des free cash flow, on va les prendre de 747 millions ici, on va faire simple, 747 justement, divisé par la capitalisation boursière ici, que je vais prendre à 11 milliards directement, juste pour arrondir. Ça donne ici à peu près un rendement de 6,8%, multiplié par 100 ici, donc ça donne ici 6,8%. Si on vous paye un dividende de 2,55% uniquement en date d'aujourd'hui, ce dividende-là, on le prend à partir des free cash flow. Et quand on enlève ce dividende-là par rapport au free cash flow, il vous reste à peu près, ça vous donne à peu près un payout ratio aux alentours de combien? Donc, aux alentours ici de, voilà, 37%.
Le payout ratio ici est de 37% par là. Donc, c'est une entreprise non seulement qui rachète ses propres actions, qui paye un dividende, d'accord, qui rachète également ses actions. C'est quand je clique ici par rapport au nombre d'actions disponibles sur les dernières années ici, on peut constater que le nombre d'actions, est-ce qu'il a diminué? Ou est le share, standing, outstanding? Voilà. Donc, le nombre d'actions a diminué sur les dernières années. On était à peu près une 58 millions, 59 millions par là. Ici, en date d'aujourd'hui, on est à 55 millions. Et vous avez vu ici qu'on a fait l'analyse avec près de 53 millions 400. Donc, elle rachète ses actions. Elle paie un dividende, certes, mais ce dividende-là, il ne représente que 2,55% ici aujourd'hui. Et il a le potentiel d'aller plus loin que ça. Parce que je vous ai dit ceci. C'est une entreprise qui est en croissance. D'accord, une croissance de 4%. Ici, on n'a même pas pris en considération la croissance. On s'est juste limité au fait que l'État stationné 4 milliards 600. Et en plus de cela, elle peut également, en termes de performance, elle peut également vous permettre d'avoir une performance plus élevée parce que les PER ici sont, à mon goût, très bas. D'accord. Donc, après ça, je pense que à la fin de la journée, c'est une belle entreprise qui a un dividende qui est safe. D'accord. Ce dividende-là, il est croissant année après année. Et il a le potentiel de continuer à être croissant. Donc, vous voyez ici que sur l'entreprise paye un dividende depuis 32 ans aujourd'hui. D'accord. Et ça fait 12 ans que ce dividende-là est croissant. Personnellement, tant que vous versez un dividende et que vos free cash flows tendent à être stables et croissants, c'est ça qui m'intéresse. Okay? Donc, on se dirait ici que nous avons une opportunité d'investissement. Elle n'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est une entreprise de qualité qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. D'accord? Si c'est quelqu'un qui investit pour les dividendes, dites-vous que voici une entreprise qui va continuer à faire augmenter ses dividendes dans le futur. Mais attention, vous n'investissez pas sans comprendre exactement ce que l'entreprise fait. Donc, on va se limiter ici. On va se dire que Snap-on, c'est une opportunité d'investissement. Le prix actuel n'est peut-être, par rapport aux multiples, n'est peut-être pas extraordinaire, mais si on le prend du point de vue d'un versement, d'un dividende, on a une entreprise ici qui pourrait nous permettre d'avoir des dividendes de moins de 5% en moyenne sur les 10 prochaines années, d'accord? Tout en sachant que ce dividende-là augmente année après année, et si on le compare par rapport à son évolution dans le temps ici, donc ici, je n'ai pas le chiffre par rapport à la croissance des dividendes précédents, donc par rapport à l'année précédente ici, donc est-ce que je vais voir ça ici? Dividend growth, qu'est-ce que ça nous montre ici? Je n'ai pas l'habitude d'aller regarder le dividende, hein. C'est quelque chose. Moi, dès que j'ai les free cash flow, je sais que les free cash flow sont. Et que le rendement des free cash flow est élevé, le dividende, pour moi, je sais que c'est. Voilà, c'est une évidence, en fait. C'est une évidence. Donc, on attend ici le growth, donc ça va un peu être un tout petit peu, ça ne va pas durer. Donc, quelle est la croissance ici? Alors. Ah, ok. Donc, nous avons une entreprise qui fait croître son dividende ici de 14% par rapport à l'année précédente ici. Donc, sur les 5 dernières années, c'est 15% en moyenne. Donc, si elle fait croître son dividende de 15% sur les 5 prochaines années ici, ça revient à doubler ce dividende-là. Si on le double, on sera uniquement aux alentours de 5% de rendement par là sur les 10 prochaines années si on reste sur une croissance de 15% par là. D'accord? Et ça va toujours représenter en état stationnaire, si on ne prend même pas en considération la croissance, ça va toujours représenter un montant inférieur au rendement des actionnaires qu'on a en date d'aujourd'hui, qui est de 6,8%. Et ça ne prend même pas en considération la croissance des revenus et la croissance des marges. Donc, allez creuser sur ce dossier-ci et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.